Chers auditeurs, je vous souhaite la bienvenue à votre rendez-vous musical Appassionato sur Radio Judaïka 90.2 FM, que vous pouvez également suivre en streaming sur notre site radiojudaïka.be. Nous avons l'immense plaisir d'accueillir aujourd'hui Maria Martinova qui vient d'évoquer son actualité. Bonjour Maria. Bonjour. Alors je résume votre parcours. Né en Bulgarie, vous achevez votre formation à l'École nationale de musique de Varna avec la plus haute distinction avant d'être accepté à l'Académie nationale de musique de Bulgarie. Vous fréquentez ensuite la Juilliard School en tant que bénéficiaire de la prestigieuse bourse Vladimir Horowitz. Après avoir terminé vos études, vous vous perfectionnez à la Royal Academy of Music de Londres. Vous bénéficiez des conseils d'artistes tels que Alexis Weissenberg, Alexander Toradze, Joseph Kallistein, Hamish Milne, Maria Curcio, Peter Feuchtwanger et Samuel Sanders. Depuis, vous vous produisez en récital en tant que soliste avec orchestre ou en tant que musicienne de chambre dans des lieux aussi prestigieux que le Concertgebouw d'Amsterdam, de Doelen, Beaux-Arts, le Barbican, St. Martin in the Fields, le Queen Elizabeth Hall, le Wigmore Hall et bien d'autres. Je vous propose de débuter notre entretien par Ondine, extrait de Gaspard de la Nuit de Maurice Ravel, dans l'interprétation de notre invitée, Maria Martinova.
Ondine, extrait de Gaspard de la Nuit de Maurice Ravel dans l'interprétation de notre invitée Maria Martinova. Alors dites-nous Maria, venez-vous d'une famille de musiciens? Oui. Oui, mes deux parents, ma mère et mon père sont des chanteurs d'opéra, alors je viens d'une famille qui est molto drammatico. Et ma tante est pianiste, et c'est la personne qui m'a mise derrière le piano. C'est avec elle que vous avez commencé les cours? Oui et non. Comme je l'ai dit, c'était la première personne qui m'a introduit à un instrument, mais peu de temps après, la décision a été prise que j'aurais un professeur qui n'est pas quelqu'un de ma famille. Alors, quel type d'enseignement musical les élèves bénéficiaient dans votre enfance en Bulgarie? Est-ce que la qualité de l'enseignement était bonne? Extraordinaire. 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 Assez Oui. proche de ce qu'on faisait encore en Russie à l'époque ou... Oui, et j'allais juste dire ça, et je ne sais pas si c'est bien de dire ça, surtout au moment actuel, mais j'insiste de le souligner. Bon, évidemment, pour des raisons politiques, la Bulgarie était très alignée avec l'Union soviétique. Et l'aspect positif de ça est que nous, on a vraiment suivi ou quelque part répliqué le même éducation. Et il y avait un niveau extraordinaire. D'abord, il y avait les écoles de musique qui préparaient des enfants au niveau professionnel, qui n'existent pas vraiment en dehors des pays d'Est. Et je ne suis pas sûre même qu'à ce moment-là, ça existait dans tous les pays d'Est. En tout cas, en Bulgarie, dans les grandes villes, chaque grande ville avait son école de musique en haut niveau. Et moi, je dois dire que je me suis vraiment rendu compte réellement du niveau de l'éducation que j'avais reçue moi-même quand je suis allée à New York. Parce que là, je dois dire que, bien sûr, Juilliard, c'est une institution extrêmement connue et renommée, mais là, il y avait des choses que on faisait à Juilliard, que d'ailleurs, moi, je n'ai pas fait, que moi, je faisais à l'âge de 5 ans à l'école de musique. Vous voyez... Oui. Et alors comment est-ce qu'on passe d'une école en Bulgarie, aussi réputée soit-elle, à la Juilliard School, la prestigieuse Juilliard School de New York? Comment on passe? Oui. Comme tout le monde le fait, il y a des auditions. Juilliard n'est pas une école où on s'inscrit, puisqu'on le souhaite. Il y a des concours. Et bon, je suis allée, je me suis présentée, et je dois dire que j'ai été acceptée numéro 1 parmi 450 candidats. Oh, félicitations. Alors, vous avez côtoyé des professeurs prestigieux comme Alexis Weissenberg ou Alexander Toradze, Oui. qui vient d'ailleurs de disparaître. Que retenez-vous de leur enseignement? Surtout la force de leur personnalité. Je ne sais pas si ça a quelque chose à faire avec leur enseignement, mais cette présence extraordinaire et aussi l'encouragement que j'ai reçu, puisque quand on est un jeune musicien, quand on côtoie des musiciens de ce niveau, euh, évidemment, on peut être facilement intimidé. Mais quand quelqu'un comme ça, comme Alexis Weissenberg, comme Toradze, vous dit allez-y, tu es magnifique, il faut juste que tu crois en toi, ça fait quelque chose quand même. Mais c'est une aussi question que on me pose souvent, quels étaient mes meilleurs profs. Moi, je dois dire que j'ai reçu une super base en Bulgarie. Et je citerai toujours le nom de ma prof à Varna, Maria Gineva, avec laquelle je suis toujours en contact. Chaque fois quand je vais à Varna, je la vois. Et c'était une présence, et ça reste une présence, même maintenant éloignée dans ma vie, qui est très importante. Mais elle m'a donné une extraordinaire base, ou une base extraordinaire, excusez-moi. Et après, ce que j'ai fait, quoi, moi, j'ai pris des choses, des certains éléments de chaque professeur avec lequel ou laquelle j'ai été. Parfois, c'était une phrase, un conseil que j'utilise encore dans mon travail. Mais la base a été vraiment construite en Bulgarie avant que je parte pour les États-Unis. Et alors, en Bulgarie, quelle place occupait la technique dans votre formation? La technique, c'est un sujet qui me fascine, je dois dire, et moi je peux passer des heures en parlant de ça. D'abord, qu'est-ce que c'est la technique? Le travail que Marie Aguin a fait
toujours avec moi. Et d'abord, même ma tante, parce que moi, j'ai dit que c'était la personne qui m'a mis derrière le piano. Mais aussi, c'était quelqu'un qui est resté avec moi chaque jour pendant des heures en travaillant avec moi. C'est-à-dire que ma tante aussi m'a appris la discipline du travail. J'ai eu une chance énorme par rapport à ça. Mais c'est quoi les techniques? D'abord, pour moi, le son est la chose essentielle. Et dans le son se cachent beaucoup de choses. Moi, je dois dire que moi aussi, j'enseigne. Et pour moi, le ADN d'un morceau peut être contenu même dans la première note qu'on joue, dans le premier son. Toute l'information est là. Et c'est quoi les techniques? D'abord, d'arriver à transmettre l'idée qu'on a, parce que tout commence dans l'esprit, dans l'éphémère, dans la zone, on peut dire même philosophique, ésotérique, mystique, tout ce qu'on peut ou on veut dire par rapport à ça, mais comment on arrive de manifester ça à travers de notre corps avec une certaine liberté ou avec une liberté totale. Ça, c'est la technique. Vraiment de pouvoir transmettre l'idée avec l'instrument qu'on a, qui n'est pas forcément le piano. Le piano est comment on dit, je cherche le mot. Intermédiaire? L'intermédiaire, mais le vrai instrument, c'est notre corps, en fait. Ça, c'est ce que je pense, moi. Après, on peut parler de technique, parce que chaque pianiste ici, vous êtes en train de converser avec un pianiste. Alors moi, je vais juste limiter ma réponse par rapport au piano. Même si il y a des principes qui sont les mêmes entre les instruments. Mais d'abord, chaque pianiste a ses mains. Il n'y a pas une technique, parce qu'il n'y a pas les mêmes mains. Mais derrière chaque technique de chaque pianiste se cachent de certains principes qui viennent de la nature. Oui, c'est très lié à la nature. Il y a de certaines choses qu'on trouve dans le jeu de chacun quand les choses sont faites dans une manière saine et intelligente, économique et directe. Voilà. Mais ça, moi, je serais partante pour qu'on fasse un programme juste sur ça parce que c'est un sujet qui est fascinant, très intéressant, puisqu'on touche aussi d'autres activités. Ce n'est pas juste le jeu d'un instrument. On peut trouver... C'est très symbolique aussi parce qu'il y a des gestes qu'on utilise qui sont liés à de certains symboles qu'on trouve dans le yoga, par exemple, le Kundalini, l'énergie. Moi, je parle beaucoup de ça à mes élèves. Et évidemment, à partir d'un moment donné, à partir d'un certain niveau, quand ces concepts peuvent être reçus et compris. Mais tout ça est vraiment lié à ce qui nous entoure. Oui. Alors, ce qui est étonnant, c'est que souvent, je pose cette question sur la technique, et un mot qui revient souvent et qui n'est pas revenu dans votre bouche, c'est la discipline. Au contraire, s'astreigner. J'ai mentionné, au départ, quand on a parlé des profs, j'ai mentionné ma tante et j'ai dit, elle m'a appris la discipline du travail. Mais la discipline, dans quel sens la discipline? Parce que maintenant, il faut qu'on s'astreindre à faire des gammes tous les jours, entretenir la mécanique. Non. D'abord, qu'est-ce que c'est la discipline? D'abord, évidemment, pas de faire des gammes. Parce que moi, je ne pense pas qu'on développe une bonne technique en faisant des gammes. Parce que quand on sort un aspect, oui, on va l'appeler un aspect technique ou un défi technique, en dehors du contexte d'un morceau, c'est une chose. Mais quand la même chose revient dans un morceau, c'est tout à fait une autre chose. C'est-à-dire que moi, je ne pense pas que ce sert grand-chose, ou disons, à partir d'un moment donné, de continuer de faire des gammes. Évidemment, moi aussi, j'ai fait mes gammes. Mais moi, je vais vous dire qu'à l'âge de 15 ans, j'ai arrêté de faire mes gammes. Je me chauffe, par exemple, je chauffe mes doigts, mes mains, dans une autre manière, avant que je commence de travailler. Ou j'ai des morceaux que j'utilise qui sont tellement bien ancrés dans mon système que ce sont les morceaux avec lesquels, par exemple, je vais aller vers un instrument que je ne connais pas. Quelque part je vais employer un mot qui est probablement un peu, disons, pas agressif, mais d'attaquer
un autre instrument parce que quand on ne connaît pas cette bête qui est devant nous, parfois, il faut vraiment percer pour vraiment rentrer dans le caractère. Oui, mais bon, je m'éloigne de votre question. Évidemment, la discipline de travailler, mais aussi comment on travaille. Moi, je ne dirais pas seulement la discipline de travail, l'intelligence de travail. Moi-même, je fais beaucoup de travail aussi mentalement. Je visualise énormément. Quand je mémorise, par exemple, je travaille après énormément juste dans ma tête pour vérifier de certaines choses parce que je sais que si je peux, par exemple, jouer, soi-disant, un morceau mentalement, ça va, ça va. Mais s'il y a des fissures quand je fais le travail mentalement, je sais que physiquement aussi, il y aura des fissures. Chacun, évidemment, a sa manière, mais la discipline, euh, évidemment, ça c'est quelque chose de très énorme parce que quand on joue un instrument, c'est aussi comme l'activité d'un sportif. Pour maintenir un certain niveau, il faut qu'on fasse le travail. Parfois, ce n'est pas une question des heures et des heures, c'est plutôt la régularité. Parfois, on peut arriver à des grands résultats dans 30 minutes, par exemple, mais travailler dans une manière tellement concentrée, focalisée et, comme je le dis à nouveau, intelligente, sans se disperser vraiment, il y a plein d'aspects que le mot discipline recouvre. Aussi dans notre temps où, moi, quand je grandissais, évidemment, il n'y avait pas l'Internet, il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas... C'est-à-dire que aussi, la discipline était une zone sur laquelle ou dans laquelle on pouvait rentrer beaucoup plus facilement qu'aujourd'hui. Alors, la discipline aujourd'hui n'est pas juste, quand on fait un travail, n'est pas juste liée au moment de travail. Comment on arrive dans cet état de solitude aussi, d'être vraiment dans notre propre zone où on peut vraiment atteindre un niveau de concentration qui nous permet de travailler dans une manière efficace qui produit des résultats. Alors, on change de sujet. Parmi vos passions, on trouve le tango. D'où vient cet intérêt pour cette musique? D'où vient d'abord un de mes grands rêves quand j'étais enfant était d'être danseuse. Moi, j'ai rêvé d'être danseuse ou et actrice. C'était toujours la scène qui m'attirait énormément. Et l'histoire d'amour que j'ai avec le tango a commencé quand j'ai vu non, ça a commencé en découvrant la musique de Astor Piazzolla. Il y a beaucoup d'années quand j'étais encore en Bulgarie. Et j'ai beaucoup écouté à ce moment-là. Et je dois dire que aussi dans le contexte bulgare, ce n'était pas un compositeur qui était très connu. C'était pour nous quelque chose qui était très éclectique et voilà. Et quelqu'un qui est très important pour moi comme musicien, une personne avec laquelle aussi j'ai travaillé, en passant par le thème de la technique, parce qu'avec cette personne, on a vraiment abordé, on avait commencé à aborder, mais ça c'est pour notre émission quand on va parler de technique. C'est cette personne qui m'a introduit à la musique de Piazzolla. Et des années après, quand j'étais déjà aux États-Unis, j'ai vu le film de Sally Potter, The Tango Lesson, la leçon de tango, qui m'a vraiment bouleversée. J'ai trouvé ce film absolument magique. Et c'est devenu une idée presque obsessive d'apprendre danser le tango. Et un soir, je me souviens, ça c'est un souvenir que je garde jusqu'au jour d'aujourd'hui. On rentrait d'un club de salsa avec des amis, un vendredi soir très tard. Et on a vu un bâtiment, et sur les fenêtres, il y avait des fleurs. Et ça, c'était quelque chose, une vision complètement inhabituelle pour New York, de voir des fleurs comme ça devant les fenêtres. Et on a décidé de rentrer dans le bâtiment. On a monté les escaliers et on est rentré dans un espace absolument magnifique qui s'appelait La Belle Époque. Et chaque vendredi soir, cet endroit était transformé en milonga. Et moi, ce que j'ai commencé de faire est d'aller chaque vendredi, puisque à ce moment, je ne pouvais pas me permettre de cours de tango. Financièrement, je n'avais pas les moyens, mais je commençais d'aller chaque vendredi, je me mettais à une table et je regardais les gens danser. Bon, ça, c'était la phase préliminaire, ouais. Et après, quelques ans après, j'étais déjà à Londres.
C'était un moment très important pour moi dans ma vie professionnelle qui, bon, c'était un moment quand j'ai décidé en fait d'arrêter de jouer. Pendant un an, presque un an, je me suis éloignée de ma vie de concertiste. Et c'était le moment quand ma mère m'a dit ben, pourquoi tu ne fais pas quelque chose juste pour toi? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu me parles de tango, de ces cours de tango. Et effectivement, quelques mois avant, à nouveau dans un petit club de salsa, j'avais parlé avec un garçon avec lequel j'avais dansé. Je ne me souviens pas comment on avait abordé le sujet du tango. Et bon, il a commencé à me dire, ah oui, j'ai mon prof de tango. Et moi, je n'avais aucune information sur ce sujet. Bref, il m'avait filé le numéro de son prof de tango. Et ce que j'ai fait, j'ai appelé ce monsieur. Une semaine après, j'avais mon premier cours de tango pour danser. Je suis sortie de son appartement avec je ne sais pas combien de CD qu'il m'a vendus. Il m'avait dit, bah, si tu veux danser bien, tu dois connaître la musique très bien. Et moi, je pensais déjà que je connaissais très bien, en connaissant très bien la musique de Piazzolla. Il se trouve que c'était juste comment on dit, le type de iceberg. Et je commençais d'écouter le tango traditionnel. Et là, j'étais comme Alice in Wonderland. J'ai découvert un monde. J'étais émerveillée. J'ai arrêté de dormir, j'ai arrêté de manger. C'était que d'écouter de musique. Un mois d'abord, rapidement, mes cours de tango ont devenu d'1 à 3 par semaine. Et un mois après, j'étais déjà dans la milonga. Et très peu de temps après, dans une manière presque, je dirais, désespérée, je me dis, mais il faut que je joue cette musique. C'est pas possible. C'est pas possible. Sauf je ne savais pas comment, avec qui, parce que tout ça est quelque part très underground, c'est-à-dire que quand on veut jouer par exemple un certain répertoire, on n'a pas l'accès à des partitions facilement. Et bon, petit à petit, les choses ont commencé à se mettre en place. Ça, c'est quelque part une très longue histoire parce que j'avais aussi retrouvé le contact avec quelqu'un avec qui j'avais travaillé beaucoup d'années avant. Il se trouve que ce professeur travaillait au conservatoire de Rotterdam. Et comme ça, par hasard, je découvre qu'il y avait un département de tango à Rotterdam. Peu de temps après, on était en contact avec ce prof. Moi, j'ai déménagé à Rotterdam. J'ai commencé aussi de travailler avec le département de tango. Et entre-temps, j'étais assistant, c'était Achilles Delvigne, un autre argentin d'ailleurs, au conservatoire. Et j'ai formé mon groupe à ce moment-là, mais c'était par des périodes. Première phase, Bulgarie, Piazzolla, juste par l'écoute. Après, à nouveau, le film. Après, la musique. Après, le cours de tango. Et petit à petit, oui, je suis arrivée au moment quand j'ai décidé de former mon groupe Tangualda. Voilà. Eh bien, je vous propose d'écouter cet ensemble qui est formé ici de Marcelo Nizinman au bandoneon, de Cyril Garak au violon, de Winfried Olsenkamp à la double basse et de notre invité dans Onda Nueve d'Astor Piazzolla. Est-ce que je peux rajouter quelque chose Oui. rapidement? Marcelo était élève de Piazzolla et Winfried Olsenkamp était élève de Hector Console, qui était un des bassistes avec lesquels Piazzolla a travaillé le plus. Voilà. On écoute maintenant.
l'ensemble Tanguarda a interprété pour nous Onda Nueve d'Astor Piazzolla. Alors Maria, vous publiez ce mois-ci un album Nuit et jour avec un programme assez personnel. Comment l'avez-vous conçu? Comment je l'ai conçu? D'abord, c'est un moment très important pour moi, la naissance de ce bébé, parce que ça marque vraiment... euh, moi, je reviens vers mon travail solo. Quand j'ai commencé de préparer en fait ce programme, c'était le retour et maintenant c'est quelque part officialisé après des années et des années de musique de chambre, en faisant musique de chambre dans une manière obsessive, fanatique et quasi religieuse. J'ai décidé de me confronter finalement moi-même, toute seule, derrière le piano. Et comment j'ai construit? D'abord, c'était un défi pour moi-même, défi personnel, de voir si j'aurais le courage de faire cette confrontation avec moi-même. Et le point de départ était mon envie de jouer Gaspard de la Nuit. Et ça, c'est sur le plan pianistique. Mais moi, je suis vraiment fascinée par la parole, par cette forme de communication. J'ai évoqué déjà plus tôt dans la conversation que je rêvais, et ça reste quelque part un rêve que, évidemment, on va plus loin rester, on va laisser pour une vie prochaine, ou qui sait d'ailleurs. Mais le théâtre était quelque chose qui m'a toujours énormément attiré et fasciné. Ça continue. Cette fascination est encore très vivante. Il faut dire que Gaspard de la Nuit est tiré... Et voilà. Et en fait, je voulais faire... en fait, j'ai construit ce programme avec l'idée de le présenter avant que j'avais pris la décision d'enregistrer, de le présenter avec de la poésie. Et le point de départ pour ce format de présentation de ce programme était bien évidemment les 3 poèmes en prose de Aloysius Bertrand qui viennent de Gaspard de la Nuit, qui ont inspiré Maurice Ravel, Ondine, Le Gibet, Escarbot. Et après, j'ai trouvé d'autres poèmes, mais comme j'ai dit, l'inspiration était vraiment par la parole, par cette imagerie, par ces visions, ces visions. Et il y a quelques ans, j'étais allée en France avec une amie. On était au Luberon. Et ça, c'était le moment quand j'ai vraiment... l'idée est devenue très concrète, quand j'ai mis tout sur le papier. Parce que moi, d'abord, je commence toujours... J'ai remarqué qu'il y a une manière de travail qui s'est installée pendant les années. Quand il y a une idée, ou un besoin plutôt, parce que c'est toujours provoqué par le besoin de communiquer quelque chose. Je visualise et après je commence de vraiment mettre tout en place, tout en ordre. Je travaille, pour moi c'est très important, l'ordre dans lequel un programme est présenté, l'histoire qui va être racontée par l'ordre, par la fil qu'on suit dans le programme. Je l'ai toujours fait avec Tanguarda, je l'ai fait avec mon duo, je l'ai fait avec mes programmes, les autres que je prépare aussi. C'est toujours disons, je suis toujours une certaine dramaturgie dans le programme. Alors, si tout le monde connaît Ravel et Debussy, il y a une œuvre d'un compositeur qui s'appelle Gregorio Zanon. Oui, qui est-il? Le compositeur suisse Gregorio Zanon, qui est aussi un ami à moi, et c'est quelqu'un avec qui on a fait nos études en Angleterre, à Londres, il y a des années. Et on avait l'envie... D'abord, moi, j'avais joué sa musique quand je faisais mes études à Londres. Et on se retrouvait il y a quelques ans à Genève, où il habite. On s'est vu après toutes ces années. Et c'était le moment, en fait, c'était 2019, justement, quand j'avais juste, mais à peine commencé de préparer ce programme. Et voilà, on avait parlé de ça. Et quelques temps, disons, non, il y a un an et demi, on s'était reparlé avec lui. Et je lui avais rappelé ce programme. Et bon, il m'a proposé ces 2 morceaux, ou plutôt ce morceau qui est en 2 mouvements, Nuit et Jour. Il m'a demandé si je souhaiterais l'inclure dans ce programme. Et ça a marché très, très bien, je dois dire. Ma première réaction était, parce que moi je suis aussi, quand je suis fixée sur une idée, surtout quand une idée est vraiment bien cristallisée,
Au tout début de ma réaction, je n'étais pas trop sûre comment je vais pouvoir inclure ce morceau. Et finalement, ça a marché super bien. Parce que aussi, ça correspondait à l'idée. Parce qu'il y a quand même quelque chose, dans tous mes programmes, il y a toujours un élément qui est extrêmement personnel. Et là, à ce moment, je sortais de quelque chose de très sombre et j'avais l'envie d'aller vers la lumière. Et ce morceau, quelque part, qui est venu nuit et jour, a aussi permis de vraiment réordonner, disons, le programme de cette manière où on commence dans la nuit, dans la partie sombre, où on sort de l'ombre et on se dirige vers le jour, vers la lumière. Alors, pour que les auditeurs aient une idée de l'œuvre de Gregorio Zanon, je vous propose d'écouter Nuit, donc dans l'interprétation de notre invitée, Maria Martinova.
Vous êtes sur Radio Judaïka et vous écoutez Appassionato, votre rendez-vous musical. Nuit de Gregorio Zanone dans l'interprétation de notre invitée Maria Martinova. Il s'agit d'un extrait de l'album Nuit et Jour que notre invitée présentera à Flaget le 8 novembre. Alors Maria, nous avons comme tradition de convier notre invitée à faire découvrir à nos auditeurs un morceau de son choix. Qu'aimeriez-vous nous faire entendre ? Moi, je suis follement amoureuse et complètement incontrôlablement obsédée par le jazz. Et voilà, j'imagine que beaucoup de gens qui écoutent votre programme sont des mélomanes. Probablement, ça ne sera pas une découverte pour eux, mais il me fera un grand plaisir quand même de partager cette rendition, disons, cette interprétation de Kenny Barron de Beautiful Love que j'adore. Alors, nous l'écoutons maintenant.
Nous venons d'écouter Beautiful Love de Kenny Barron. Il s'agissait du choix de notre invitée, Maria Martinova. Votre émission de musique classique Appassionato touche ainsi à sa fin. Merci beaucoup, Maria, d'avoir accepté notre invitation. Je vous rappelle que vous présenterez votre album Nuit et Jour le 8 novembre à Flaget. Merci à Clément Villansen d'avoir assuré la technique de cette émission. N'oubliez pas qu'Appassionato est diffusé sur les ondes et le site de Radio Judaïka les lundis à 13 h, les jeudis à 14 h et les dimanches à 9 h. Merci, chers auditeurs, de nous avoir écoutés. À la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien.